Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Il y a quelques jours seulement, Hussein Nsib, ministre des Ressources en eau, et Abdelkader Zoukh, wali d'Alger, ont tous deux publiquement déclaré qu'Alger était sécurisé contre les risques d'inondation. Hier, il a fallu de moins de 30 minutes de pluie, 30 minutes, pour qu'Alger se transforme en piscine, où les gens avaient de l'eau jusqu'à la ceinture. Et comme dans le reste du pays, les raisons ne sont pas à chercher ailleurs que dans l'incompétence, la gabegie, le bricolage, la corruption. Mais il n'y a pas qu'Alger qui sombre, puisqu'il n'y a plus de jours où les Algériens, médusés, sidérés, n'assistent à la débâcle, au naufrage d'un régime qui ne sait plus où donner de la tête, qui semble être pris dans son propre piège, qui ne parvient pas à trouver en son sein même un consensus pour les prochaines échéances présidentielles, où une purge jamais observée dans le pays évacue des barons au plus haut sommet de l'armée et des autres corps sécuritaires, comme celui de la gendarmerie et de la DGSN. Une junte, un régime où la communication est confiée à des clowns de service, où la chita est devenue le nec plus ultra de la réussite politique. Et pour finir d'achever ce qui restait de la cohésion au sein même de ce régime, ne voilà-t-il pas qu'après avoir envoyé à leur foyer des piliers de son haut commandement militaire, il s'est attelé à mettre sans dessus-dessous ces fausses institutions, ces façades qui font croire qu'il est un État de droit. Oui, ne voilà-t-il pas qu'il exige la démission du président de l'APN pour des motifs très farfelus, dans le même temps que le renouvellement partiel du Sénat semble avoir été plié, de façon à tout bouleverser pour, semble-t-il, chasser le vieux personnel et le remplacer par d'autres gérontocrates, sans doute plus accommodables à la sauce qui se concocte. Et on ne comprend pas, on ne comprend plus ce que cherche ce régime. Provoquer un chaos organisé? Aller délibérément vers une crise institutionnelle pour pouvoir évacuer les prochaines échéances présidentielles et mettre en place un ne sait quel plan B? Provoquer une situation insurrectionnelle pour trouver le prétexte d'un coup d'État? Mettre en place un plan B pour prolonger l'actuel statu quo et l'actuel mandat présidentiel et éviter ainsi d'aller vers des présidentielles dont il ne contrôle plus toutes les données? On ne sait pas. Même si personne n'ignore que les habituels apprentis sorciers paniquent et que, comme à chaque fois qu'ils sont pris dans leur propre traquenard, ils sont sur le point de nous apprêter une recette de leur spécialité, c'est-à-dire rien qui vaille. Aujourd'hui. TSA, Amara Ben Younes, si on arrive à une situation de blocage, la seule solution qui restera, c'est la dissolution de l'APN, par Makhlouf Menni. Liberté, les pressions semblent de peu d'effet sur lui. Bouhadja, je reste, quitte à provoquer la dissolution de l'APN, par Ali Boukhlef. APS, Nessim, la capitale est totalement sécurisée contre les risques des inondations. Le régime sombre dans l'improvisation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, nous avons par ordre alphabétique Ali Benouari, ex-ministre, membre Mouatana, Messire Borhan, ex-haut fonctionnaire international à la retraite, Idir Ounoren, analyste politique, Hassan Moussi, économiste depuis Montréal. Merci à vous quatre d'être avec nous. Alors, nous allons commencer par Hassan Moussi pour pouvoir le libérer. Hassan Moussi, merci donc d'être avec nous. Merci Jamal, bonjour à toi. Et puis je venais d'écouter qu'il y aurait Ali Benouari, M. Bourhani, Idir
Oronem, que je salue, et je salue tout le peuple algérien, l'occasion m'est donnée. Merci, Hassan. Alors, Hassan, donc voilà. D'abord, cette inondation à Alger, le ministre chargé des ressources en eau a affirmé publiquement et devant la presse qu'Alger était à l'abri de tout risque d'inondation. Le Wali, le préfet d'Alger, pareil, a confirmé que tout avait été mis en place pour que ce genre d'incident n'arrive pas, ce genre de risque. Mais finalement, il a fallu qu'il pleuve 30 minutes seulement pour qu'Alger soit complètement inondé avec de l'eau jusqu'à la ceinture dans plusieurs quartiers, au point où des jeunes, pour faire rire et pour, j'allais dire, pour s'extérioriser un peu, ont transformé les rues en piscine, en, comment on dit là, le squat, pour faire du skateboard, non, les planches à voile, là, comment on appelle l'essentiel, voilà. Donc, Hassan Moussi, qu'est-ce que vous en pensez de ces inondations? Je crois que pour faire rire au moins l'assistance algérienne, ils en ont besoin de rire. Ils sont très très stressés, Jamal. Je crois que je leur dirais que le pouvoir algérien voulait leur construire des piscines surélevées sur nos routes pour nous permettre de pratiquer la natation, nous qui avions besoin. Il fait très chaud chez nous. Bon, Jamal, par rapport à cette histoire-là, ils nous ont assez menti. Vous m'entendez bien, Jamal? Oui, oui, on vous entend très bien. Excellent. Vous savez, à titre de référence seulement, nous avions alloué le pouvoir algérien 380 milliards de dinars pour les routes, renouvellement des routes, aménagement des petites pistes, etc., etc. 380 milliards de dinars. C'est une grosse somme. Je dis grosse somme, pourquoi? Parce c'est le troisième budget après celui de la défense nationale et l'énergie à Jamal. Et comme on dit chez nous, le mensonge est le fils de la lâcheté. Le mensonge, c'est le fils de la lâcheté à Jamal. Encore une fois, on ne s'arrêtera jamais de le dire. Le mensonge est la meilleure option à laquelle, je dirais moi, à laquelle recourent beaucoup de nos responsables. Ces responsables qui ne sont jamais, je dirais, préoccupés des conditions de vie des Algériens. On a fait des milliards de dinars pour améliorer les réseaux d'évacuation des eaux, les caniveaux, etc. Et 50% de ces enveloppes partent en pot de vin et en surfacturation dans les poches Justement, Hassan Moussi, justement, j'ai eu un entrepreneur au téléphone il y a quelques jours, quelqu'un que je connais depuis longtemps, et on en a parlé de ces choses-là. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible à tout entrepreneur des travaux publics et bâtiments de faire son travail sans recourir au pot de vin. Il m'a dit c'est quasi systématique, il n'y a pas d'appel d'offres qui tiennent, ils ont des méthodes pour donner les marchés à leurs copains en échange de gros pots de vin. Et il m'a dit, ce monsieur, qu'il n'avait pas d'autre choix que de donner de gros pots de vin à toute une foule de fonctionnaires et de se rattraper sur la qualité des travaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les travaux qui ont été effectués en matière hydraulique, d'avaloir, de protection des villes contre les inondations, ont tous été réalisés de façon absolument catastrophique. Est-ce que vous confirmez qu'il n'est pas possible aujourd'hui pour un entrepreneur algérien, travaux publics et bâtiments, de faire son travail sans cracher l'habituel pot de vin, comme on dit? Totalement, Jamal. Je confirme. J'ai eu moi aussi des échos pareils, des exemples et des exemples à ce que vous dites là. Effectivement, on ne peut pas être un bon entrepreneur aujourd'hui. Si on vous choisit, c'est parce que vous avez payé, vous avez donné quelque chose sur la table. Et puis, vous avez gonflé le coût du projet, vous en profitez vous aussi. Il y a beaucoup de malhonnêtes chez nous, malheureusement. C'est ce qui a fait que nous patinons encore une fois dans ce pays-là. Il y a qu'un ou la famille, il y a qu'un des entrepreneurs là qui veulent faire du travail honnête et sérieux, mais ceux-là, ils les ont écartés, ils les ont éloignés, Jamal. Comme je disais donc, je vous disais que 50%, ça partait déjà, 50% du coût du projet, ça partait dans les poches de ces gens-là, des ministres, des Wali, qui avaient la latitude de confier des projets. Et 50% vont dans les travaux, soi-disant, mais qui sont bâclés, qui sont très mal faits, qui sont faits à la vite pour passer à d'autres arnaques à Jamal.
sans aucun suivi par les autorités, ni compte rendu, ni ne sont comptables de quoi que ce soit, ces responsables de tel massacre à Jamal. Que voulez-vous que l'on dise à ce niveau-là? Nous avons vu ce qui s'était passé il y a quelques années, souvenons-nous, de Blouet, il y a quelques semaines au sud algérien, il y a quelques jours à Pessa et à Constantine. Je dirais, moi, c'est des pertes humaines. Et ce n'est que le début, ce n'est que le début. Restez avec nous, Assemo, si je reviens à vous pour le deuxième volet de cette émission, avant de vous libérer. Au sujet de ces inondations dont le ministre et le Wali nous avaient affirmé qu'elles n'auraient pas lieu à Alger. Pas à Alger en tout cas. Tout à fait, oui. Bon, il a été pris à son propre chef de non-communication, de communication vraiment qui lui a donné tort 3-4 jours après, quoi. C'est lamentable. Mais pour revenir à ce que disait M. Mounsi du Canada, l'aspect corruption, l'aspect, disons, malfaçon, etc., ça reste des conséquences, sans offenser, ça reste l'écume des choses. Il faut situer le problème sous l'angle politique. On a le premier responsable, et un wali, c'est le wali d'Alger quand même, oui, qui dit que la capitale est, comme vous l'avez dit dans l'édito, complètement sécurisée par rapport au risque d'inondation. Ce sont les propres termes. Je pense qu'il faut rester, au-delà de ce que disait M. Boussi, que je partage entièrement d'ailleurs, il faut rester maintenant au niveau politique. Où est la responsabilité? Comment personne ne l'assume. Personne ne démissionne. Le souci, c'est celui-là. Et ça renvoie aussi à cette histoire de choléra, où on a fait payer un wali, qui c'est vrai qui a été inconvenant par rapport à une dame, mais on a fait payer un lampiste. Absolument. Le ministre de la Santé devait partir. C'est de sa responsabilité ministérielle. On n'a pas un système qui est vertueux. Et ce que disait M. Wouti concernant la corruption au niveau des walis, etc., évidemment qu'elle existe. Mais elle fait partie de la pyramide de corruption. Il faut se le dire, je pense, on a une corruption régalienne. Oui. On ne rentre pas dans les détails. Là. On a une autre corruption. Oui, non, elle est régalienne, c'est-à-dire c'est des ministères régaliens. Oui, oui, oui. Chacun a sa carte, chacun a ses dossiers, chacun a son territoire des chasses gardées. Tout à fait. Ensuite, il y a toutes les corruptions qui arrivent, les unes derrière les autres. Ça va des grandes entreprises publiques, ça va au niveau des territoires, au niveau des Wali, au niveau des présidents d'APC. C'est vraiment... C'est tout le système qui est... Mais justement, tout le système. Quand on pense... Parce que cet entrepreneur qui m'a parlé, il m'a dit, ne te trompe pas. Il n'y a pas un seul entrepreneur dans le pays qui peut réaliser des travaux qu'il a eus très loyalement, très normalement, à travers un appel d'offres, s'il ne paye pas la dîme. C'est impossible, il m'a dit. Ça n'existe pas. Oui, tous les entrepreneurs sont obligés d'arroser, pas un fonctionnaire, pas le wali, une foule de fonctionnaires. Et ça, après, eux, qu'est-ce qu'ils font pour se rattraper? Ils se rattrapent sur la qualité des travaux. Au-delà de la qualité, c'est qu'ensuite, par rapport au budget alloué, ils sont obligés, en tenant compte des éléments de corruption, ils sont obligés de surfacturer pour retomber, ne serait-ce que sur un équilibre financier, avoir un peu de gain. Absolument. Donc c'est toute cette machine-là. Mais moi, je veux rester sur le terrain politique, et il faut à tout prix que les gens qui avaient en charge du dossier, c'est-à-dire le ministre de l'Eau, le Wali qui est en charge et les directions des transports et des directions d'équipement de Wilaya, qui n'ont pas fait leur travail. C'est à ce niveau-là que se situe le vrai problème. Oui, mais on a l'habitude. On n'a encore jamais vu un fonctionnaire prendre ses responsabilités et démissionner. Ça n'existe pas en Algérie. Au contraire, c'est mal vu. Ils sont soumis à une hiérarchie, mais quand on a un pouvoir politique, on a un Premier ministre qu'on n'a pas entendu durant la crise du choléra, qu'on n'entend pas, on en parlera tout à l'heure, devant cette crise institutionnelle qui nous pend et qui prend otage toutes les populations algériennes. On a une loi de finances qui doit arriver avant le 31 et qu'on parle de dissolution, qu'on parle de blocage. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise quel est le différent politique, que M. Bouhadja a avec M. Ould Abbas ou inversement. Est-ce que c'est un désaccord? Est-ce que c'est clivant jusqu'au point de bloquer l'institution? Vous pensez qu'Ould Abbas est en mesure de demander au président de l'APN de partir? Non, on savait très bien que non. Non. Là, ce qu'on peut dire, c'est que les centres de décision du pouvoir sont multiples. Absolument, ça se voit aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est que le pouvoir n'est plus incarné. Oui.
Il y a une cacophonie, regardez, Absolument. remarquez, on en a parlé ici sur le plateau, avec l'investissement public-privé, M. Dabès, chef de parti majoritaire, certes, mais dans quelles conditions, faire une deuxième tripartite. Ils humilient Ouyahia. Ouyahia, qu'il ne faut pas oublier, qui est secrétaire général du RND, qui fait partie de la coalition. Mais c'est kafkaïen, je veux dire. Tout à fait. Voilà. Alors, Ali Benouari, au sujet donc de ces inondations, merci Ali Benouari d'être des nôtres aujourd'hui. Ali Benouari? Est-ce que Ali Benouari est avec nous? Ali Benouari? Oui, je suis Ah là. voilà, merci d'être avec nous Ali Benouari. Alors, quel est votre avis sur cette histoire d'inondation à Alger en l'espace de moins de 30 minutes? Alger était sous les eaux quasiment. Qu'est-ce que vous en pensez, Ali Benouari? J'en pense qu'il n'y a rien d'étonnant puisque ce n'est pas la première fois que les rues d'Alger sont inondées. Ce n'est pas la première fois que le sujet est sur la table. Rappelez-vous déjà les inondations de Bab el-Oued. Ils avaient promis que plus jamais ça n'arriverait, et bien voilà le résultat. D'ailleurs, les inondations de Bab el-Oued remontent à peu près à 18 ans. Rappelez-vous la visite de Chirac. Oui. Pour dire que les gens sont conscients et qu'ils attribuent la responsabilité au pouvoir, la responsabilité de ces inondations. Rappelez-vous, les gens disaient vive Chirac et ils n'avaient que mépris pour Bouteflika à l'époque. Donc, c'est quelque chose qui est structurel, qui est attaché viscéralement à ce pouvoir, en fait, à la dictature en général, parce que ce pouvoir n'est que la continuation de la dictature sous d'autres noms, sous d'autres formes. Mais pourquoi Ali Benouari, cette malédiction, j'allais dire? Rappelons qu'en 2001, il y a eu combien? 700 morts. 700 morts et 100 disparus, sans compter tous les dommages. Mais pourquoi, quand il pleut en Algérie, quand il arrive qu'il pleuve dans ce pays qui manque cruellement d'eau, pourquoi à chaque fois il y a des inondations? Pourquoi les avaloirs sont bouchés? Pourquoi les travaux de protection des villes contre les inondations ont été réalisés? Pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une des raisons vient d'être soulignée par un de vos invités, c'est l'impunité. Est-ce qu'un responsable a démissionné par suite de catastrophes dont il est responsable? Jamais. C'est l'impunité et donc il n'y a pas de raison pour que les responsables assument leurs devoirs. Et c'est comme la corruption, c'est comme tout le reste. Le pays est gangréné par la corruption. Ça vient d'être souligné aussi par vos invités, que je salue au passage. Et tant que la nature du régime n'a pas changé, les mêmes causes engendreront les mêmes effets. Vous aurez toujours de la corruption, vous aurez toujours des inondations, et vous aurez toujours tous les maux que vivent les Algériens aujourd'hui. Hélas, pour dire que tout est politique, la source de tous nos problèmes. Et les inondations ne sont qu'un des problèmes, un problème parmi d'autres, de loin pas le plus grave. Mais puisque vous en parlez, eh bien, continuons à attribuer ces phénomènes, à les rattacher à leur véritable cause, qui est tout simplement un régime basé sur l'impunité. Comment voulez-vous que les responsables puissent rendre compte, puisqu'ils ne sont pas élus, puisqu'ils sont nommés par un pouvoir basé sur la force? Restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous dans un moment. Monsieur Borhan, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir, M. Bachinouf, et bonsoir à vos invités, à tous les téléspectateurs d'Al-Maghribia. Merci. Alors, au sujet de ces inondations à Alger, dont le ministre et le Wali nous avaient dit qu'elles étaient quasiment impossibles, Ali Benouari vient de nous dire que c'est une question d'impunité. Et à votre avis, pourquoi cette impunité contre tous ces fonctionnaires véreux, contre ces gens qui ont réalisé des autoroutes que les Algériens ont appelées l'autoroute gruyère, tellement il y a de nids de poules, de fondrières et autres trous? Pourquoi des ponts qui s'effondrent? Pourquoi des trémies qui sont inondées? Un architecte m'a dit qu'une trémie, dans la logique, il est impossible qu'elle soit inondable. Pourquoi des bâtiments, des immeubles s'effondrent? Pourquoi? Alors qu'il n'y a jamais de sanctions, jamais de démission. Comment expliquez-vous cela, Borhan Messir?
Ben, écoutez, il y a pas mal de raisons pour pouvoir expliquer ce genre de situation. Vos invités ont souligné le problème de l'impunité, la corruption également, le laisser-aller, l'incompétence. Il faut se rappeler également que lors des élections communales de 2017, on avait le nombre des élus dont le niveau scolaire n'avait même pas atteint le secondaire était très très important. Il ne faut pas oublier également par rapport à ces inondations d'Alger. Ça ne se passe pas dans n'importe quelle ville, ça se passe à Alger, la fameuse Smart City, dont le premier responsable est allé donner des leçons à Singapour, à New York et dans pas mal de pays. Donc il y a pas mal de raisons, entre autres, surtout la corruption. Maintenant, que dire? Ces inondations-là, ça devient maintenant vraiment un feuilleton à répétition. Regardez, toutes les régions ont été touchées. Ça a commencé par Tbessa, Constantine, Sidi Bel Abbès, Ouerglan, maintenant c'est Alger. Nous ne sommes qu'au 11e jour de l'automne et nous avons déjà enregistré des morts et des dégâts très importants. Et moi, ce qui attire mon attention dans cette situation par rapport déjà au fait de l'impunité et que personne ne rende des comptes, c'est que toutes les parties, que ce soit le ministère de l'Intérieur par rapport à ses commis, que ce soit les élus au niveau des APC, toutes les parties rejettent la balle sur l'autre partie. Le ministre de l'Intérieur qui vous dit que ce sont les services de la météo qui ne sont pas précis, donc qui ne nous donnent pas l'information pour pouvoir gérer la situation. Aujourd'hui, nous avons eu le directeur des équipements de la wilaya d'Alger qui a carrément envoyé la responsabilité à la population qui jette n'importe quoi. Bref, des gens vraiment maintenant, la capitale, maintenant on est arrivé à la capitale, qui nagent carrément dans l'impunité totale. Restez avec nous, Burhan Messir. Hassan Moussi, au sujet de ce monsieur, Bouhadja, président de l'APN, qu'on veut éjecter sans autre forme de procès, de façon anticonstitutionnelle, il faut le préciser, puisque personne ne peut le limoger ou lui demander de partir avant la fin de son mandat. Et l'usage dont ils font mention, celui de Karim Younes en 2004, Karim Younes, qui était président de l'APN, avait démissionné à la suite d'un retrait de confiance voté par les élus du FLN. M. Karim Younes l'a fait, mais il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait parce qu'il a considéré qu'il ne lui était plus possible de rester. Or, là, en l'occurrence, on est en train de faire une véritable pression sur Bouhadja. Et Bouhadja, pour la première fois, est en train de dire non, je ne partirai pas. Et ça, on ne connaît pas ce genre comment dirais-je, d'attitude. Généralement, quand on leur demande de déguerpir, ils déguerpissent. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Hassan Moussi? Encore une fois, bonjour à tout le monde. Oui, Jamal, moi, je ne suis pas un juriste à la Gouléhal, ni je ne travaille dans les affaires juridiques, mais je pourrais apporter ma vision des choses par rapport à cette histoire carambolesque là, qui se passe en Algérie ces jours-ci. Vous m'entendez, Jamal, hein? Oui. Oui. Vous m'entendez, Jamal? On vous entend très bien. OK. Donc, moi, je dirais qu'à moins d'un décès, à moins du décès de M. Bouhadja, chose qu'on ne lui souhaitons pas, d'une grave maladie, d'une démission de son propre gré, ou encore d'un coup de force qui est ce dernier anticonstitutionnel, M. Saïd Bouhadja peut demeurer à son poste. La loi, Hassan Moussi, la loi, l'article 120 de la Constitution dispose qu'il y a une seule possibilité pour contraindre à partir, c'est lorsqu'il commet une action qui insulte ses missions, qui insulte la dignité de député, et à ce moment-là, c'est à la majorité du Parlement qu'on lui demande de partir. C'est le seul cas, sinon il n'y en a pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je continue, Jamal, je suis d'accord avec vous. Et là, moi, je pense que M. Saïd Bouhadja, bien qu'il appartienne au FLN lui aussi, mais je respecte les choses. Moi, je suis légaliste. M. Saïd Bouhadja a plus d'atouts que tous ses adversaires d'aujourd'hui, à commencer par sa légitimité. Il a été élu. Donc, la peine aujourd'hui à Jamal, la peine qu'on appelle aussi chambre basse du Parlement, elle est composée de 462 députés qui sont élus pour un mandat de 5 ans. Cette peine est régie, si vous voulez, selon les lois de la Constitution algérienne. Dans tous les articles de la Constitution, dans toutes ces lois, la Constitution n'évoque à aucun moment la possibilité d'évincer ou de congédier le président de la l'APN, y compris par le président de la République ou par les différents groupes parlementaires. Lisez bien les articles
de lois traitant de l'APN, l'article 14, 131, 58, etc. Donc, aucun de ces articles ne donne la possibilité de pousser le président de l'APN à la sortie. Et d'après vous, Hassan Moussi, sans nous appesantir sur les conditions juridiques, pourquoi, qu'est-ce qui est recherché à travers cette action absolument incroyable et incompréhensible? C'est cela. Donc maintenant, dès lors que j'avais donné un point de vue logique de ce que dit la Constitution, je vais passer maintenant au cas pratique dans le cas de l'Algérie. Dans le cas pratique de l'Algérie où le pouvoir qui fait tout le temps à sa tête et qui s'embalance éperdument des articles et des lois de la Constitution. La question de savoir maintenant pourquoi Bouhdja n'est pas tombé avec toutes ces pressions de M. Ould Abbas, d'une bonne partie des députés FLNRND, des groupes parlementaires qui lui reprochent un certain nombre de choses, cette question maintenant devient intéressante. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'il faut comprendre qu'il y a sans aucun doute, Jamal, selon moi, il y a sans aucun doute un clan qui souhaite que M. Bouhdja demeure et qui soutient ce Bouhdja-là. Un clan qui se mesure actuellement avec le clan de Bouteflika et qui doit, selon moi, peser quand même lourd sur la balance. Et c'est ce clan-là qu'il faudra probablement chercher à trouver aujourd'hui. Merci. Moi, Merci Hassan Moussi, merci, au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah. Alors, Idir Honoren, cette histoire, vous y comprenez quelque chose, vous? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Kafka. Ouais. Indépendamment du fait que M. Bouhdja et M. Ould Abbas et M. Ben Salah, le président de la République, c'est des gérontocrates affirmés et confirmés. Comme je dis souvent, ce système, on a cette problématique de système, et ce système ne peut pas mourir de vieillesse. Il nous en donne la comique illustration. Concernant justement cette histoire de retrait de confiance ou pas retrait de confiance, je crois qu'il faut observer une chose, c'est que les partis de l'opposition sont en silence radio. Sauf, je pense, M. Mohsen Ben Abbas, qui s'est exprimé, je pense, aujourd'hui ou hier, il a dit des choses, qui a dit certaines choses. Oui. Que cache, à mon avis, cette démission qui a été induite d'abord par le secrétaire général du FFS? On ne peut pas raisonnablement avaler la couleuvre en disant que c'est parce qu'il aurait fait démissionner le secrétaire général de l'APN. C'est quand même un argument fallacieux. Oui. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ça renvoie à quoi? Est-ce qu'on veut jouer encore le statu quo? Pour quelle raison? Dans quel but? Aller à la dissolution de l'APN, comme on le dit, sachant qu'on a une loi des finances qui va être votée avant. Est-ce qu'on ne chercherait pas... Tout à fait, mais derrière cet artifice de blocage ou de probable blocage de l'Assemblée nationale, d'autant que vous avez pu le dire, et M. Hassan Moussi l'a dit aussi, c'est que le règlement organique même interne à l'APN, il n'y a pas de retrait de confiance. Il est élu pour une mandature de 5 ans, sauf s'il a fait un événement grave qui a porté atteinte à sa mission ou à l'honneur du pays, etc. etc. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un désaccord entre M. Ould Abbas et M. Bouhdja? Est-ce qu'il est d'ordre politique? Il faut qu'on nous explique. On ne peut pas rester dans cette communication qui nous laisse... et puis, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils prennent en otage tout le pays. Et puis, ceux qui connaissent la réalité des équilibres, qui pourrait croire qu'un monsieur Ould Abbas pourrait ordonner au président de l'APN de partir? On sait très bien qu'il n'a pas suffisamment d'envergure pour le faire. Il dit ce qu'on lui dit de faire. Tout à fait. Donc, qui a dit à Ould Abbas de demander au président de l'APN de déguerpir? Tout à fait. Moi, je ne pense pas véritablement que cette fronde organisée, comme vous le suggérez là dans vos propos, puisse avoir pour seule cause cette histoire de secrétaire général. Je reviens là-dessus. Le souci, c'est qu'on est dans un régime. On est dans un régime hyper présidentialisé et que le président a des pouvoirs exorbitant. Mais il n'est pas là, le président. Oui, mais peu importe. On parle de l'institution de la présidence de la République. Ça veut dire celui qui parle parle en son nom. Tout à fait, oui, on va pas. Celui qui a... On sait que le président est fatigué. Accaparé la fonction. Tout à fait. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, avec un régime hyper présidentialisé, il s'occupe de tout. Même le petit chef le petit planton, excusez-moi pour le mot planton, l'appariteur du chef de Daïra, il faut un décret. Il a tellement de pouvoir que même mort, il reste vivant. Quoi. Donc, à quoi ça renvoie tout ça? Est-ce que le blocage de l'institution de
de l'Assemblée. C'est quand même l'Assemblée nationale est une institution prestigieuse. C'est là où Oui, mais ça reste une Ou- coquille en- vide. oui, mais en règle générale, elle devrait être vertueuse. Oui. Alors on dit aussi dans la rumeur que c'est vrai qu'il y a des pouvoirs exorbitants qui sont accordés dans des missions à des députés, etc. Oui, je peux comprendre tout ça, et bon, à la limite, ça les regarde. Mais l'institution d'elle-même qui risque d'être bloquée, ça je ne peux pas comprendre. C'est un problème qui est politique. Qu'est-ce que ça cache? On va aller vers des élections anticipées, une des solutions, il doit convoquer le correctorat sur 60 jours. Et avec, avec la loi de finances qui arrive, qui doit être débattue, dans à l'urgence. fait, tout à fait. Il doit être signé avant le 31, de toutes les manières, décembre. À quoi ça renvoie? Quelle est la trajectoire? Le souci encore, M. Benchnou, si vous permettez, c'est qu'on va aller vers, si jamais on va vers une dissolution, est-ce que vous croyez que le système en place peut éventuellement se permettre d'aller encore vers des élections où peut-être l'équilibre interne, ce sera peut-être le succès d'année du FLN-RND qui fera jeu égal, qui va peut-être essayer de compliquer les choses. Qui tire les cartes du RND? Comment vous pouvez expliquer que M. Ouihia, qui a la double casquette, qui est à la fois secrétaire général du RND et qui est à la fois Premier ministre, ne se prononce pas? Même pas son fondé de pouvoir, M. Chehab. Parce que j'imagine... Personne ne parle. Il y a que M. Benyounès qui a parlé. M. Amarroul, à part signer la motion, dire le retrait de confiance, personne ne s'est exprimé publiquement. Oui, mais peut-être parce que M. Ouihia, qui est très réaliste dans les faits, alors, comprend très bien qu'il est périphérique, que dans une telle histoire, il n'a rien à dire. Ni lui, ni son parti, ni lui en tant que chef du gouvernement. C'est d'autres forces qui sont dans la manœuvre, autrement plus décisives que Et monsieur... Ces forces-là, elles sont l'équilibre est à reconstruire. Comme vous l'avez si bien souligné dans l'édito, jamais on a eu un mouvement dans le commandement de l'armée aussi large, aussi étendu, dont le directeur central de la sûreté de l'armée, Absolument. la gendarmerie, la police. Regardez simplement l'incident, c'est pour revenir sur quelque chose de trivial. Monsieur, comment il s'appelle, Habiri, c'est ça, le directeur de la DGSN, qui suspend le responsable de la PAF, Monsieur Bedoui. Le DG de la PAF, et qui est Monsieur Bedoui qui le... Est-ce que vous pensez honnêtement, connaissant le système, comment il fonctionne, que s'il y avait eu un Tounsi, là, parce qu'il est mort, ou un M. Hamel, M. Bedoui aurait désavoué son directeur de DGSN? Jamais de la vie. Tous les rapports-là qui sont en train de se monter sont en train de se construire. Ils ne sont pas stables. Donc maintenant, quelle va être la fenêtre du véritable système? Celui qui décide par rapport à tous ces événements. Mais bon. Sauf que pour l'affaire du DG de la PAF, personnellement, je ne pense pas que ce soit M. Labiri qui l'ait révoqué. Et je ne pense pas que c'est M. Bedoui qui l'a réintégré. Non, je pense que c'est d'un point de vue formel. Je dis ce qui est dans la presse. Sur un point de vue réel, oui, d'accord. Al-Habiri ne peut pas limoger le DG de la PAF. Non, mais je vous dis, et par exemple, Bedoui ne peut pas le réintégrer. Oui, mais quand je vous ai expliqué que quand vous avez un directeur général de la police nationale, qui est un ancien militaire, vous prenez tous, vous prenez Draya, qui était colonel, membre du Conseil de la Révolution, vous les prenez tous. Ils avaient de la poigne. Ils incarnaient, que vous vouliez ou non, ils faisaient partie d'éléments centraux du système. Et vous voyez là maintenant un ministre de l'Intérieur qui, à la limite, dans l'ancien système, dans l'encadrement qui était le leur, le DGSN était plus fort politiquement que le ministre de l'Intérieur. Vous n'allez pas comparer Hadji Allah est mort, jusqu'à une date récente. Oui, tout à fait. Monsieur Hadji Allah est mort, il n'avait pas autant de pouvoir que le directeur de la DGSN, je pense que c'était Draya à l'époque. C'est pas possible. Donc là maintenant, c'est tout ça qui croise les choses. DGSN qui était généralement indétrônable, tout à fait. Inamovible jusqu'à leur mort. Tout à fait. Ali Benouari, d'abord, au sujet de la déclaration du responsable du RCD qui dit est-ce que ce ne serait pas de l'équilibrisme régional parce que le Bouhadja serait de l'Est est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose comme ça? Il dit aussi que le RCD, il parle de la volonté du régime central décisionnaire de s'accaparer des espaces, des centres du pouvoir. Est-ce que vous pensez vraiment que l'APN est un centre de pouvoir? Non, non, pas du tout. Tout à fait. Pas du tout. D'accord. Il faut savoir que l'article 10 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne prévoit pas de démission ni de décès, enfin ne prévoit pas de retrait de confiance au président de l'Assemblée nationale, sauf et de le remplacer, sauf en cas de décès, de démission ou d'incapacité. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. Oui. À partir de là, il est permis de tirer un certain nombre
conclusion de ce qui est en train de se passer. Le président de l'Assemblée nationale est sommé de partir. En d'autres temps, en d'autres circonstances, il y a à peine 6 mois, il aurait été inimaginable que le président de l'Assemblée nationale s'oppose à quelqu'un comme Jamal Ould Abbas, en sachant que Jamal Ould Abbas est le champion des chiites et la voix de son maître. Un désir de Jamal Ould Abbas aurait été perçu par Bouhadja comme un ordre et il se serait exécuté immédiatement. Bon, ça c'est une chose. Alors, quelle lecture faut-il en faire? Il faut en faire tout simplement la seule lecture qui me semble logique, c'est que le président n'est plus là, ne gouverne plus. Il n'y a plus de centre de pouvoir incarné comme toujours par la présidence. Mais ce n'est pas nouveau, Ali Benouari. Ce n'est pas nouveau. Oui. Ça date de plusieurs années. Au moins depuis le début du 4e mandat. Alors, tout le monde sait très bien que M. Bouteflika n'est là que pour faire façade et que c'est derrière lui que ça se passe. Bien, l'équilibre est rompu. Il faut croire que l'équilibre est rompu, que le président n'a plus, non seulement il ne gouverne plus directement, ça on le savait, mais il n'a plus aucune influence, ni lui, ni son très proche entourage, ce qu'on appelle le clan Boutef, semble avoir perdu la partie. Parce que tout de même, depuis quand un lâche se rebiffe? Parce que c'est une assemblée composée de lâches. Ils n'ont absolument aucun caractère, aucune volonté propre. Ce ne sont que des instruments au service d'un pouvoir hyper-présidentiel. C'est la première fois que nous nous trouvons devant un cas de figure pareil. Un président de l'Assemblée nationale qui refuse de démissionner alors que, selon Jamal Ould Abbas, 320 députés ont exprimé le souhait de le voir partir. Le refus de Bouhadja traduit manifestement un changement dans l'équilibre du pouvoir. Mais est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce que ce régime n'est pas en train d'essayer de provoquer une sorte de chaos organisé quand on voit aujourd'hui qu'il y a des députés FLN de Tizi Ouzou qui ont manifesté leur soutien à Bouhadja, que d'autres députés à l'intérieur du Parlement ont frappé, se sont pris physiquement à un député qui soutenait Bouhadja, ils l'ont massacré à coups de poing. Est-ce que le régime ne chercherait pas à créer quelque chose pour aller vers quelque chose, on ne sait pas quoi Le pourrissement. Pour le pourrissement, pour obtenir quelque chose, pour, je ne sais pas, un coup d'État, dissolution du Parlement, réaménagement, redistribution des cartes, qu'est-ce qu'on sait? C'est clair, à mon avis, il faut aller chercher la vérité, non pas du côté de ceux qui souhaitent le départ de Bouhadja, mais de ceux qui soutiennent Bouhadja. De Bouhadja lui-même qui refuse de partir, c'est une première. Il n'a ni force de caractère, ni volonté propre, ni courage. C'est un larbin comme les autres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il refuse et que des gens au sein de l'APN le soutiennent. Ceux qui le soutiennent sont aussi lâches que les autres. Pourquoi soudainement comment dirais-je, ce sursaut de caractère, je dirais? Il n'est pas du tout inhérent ni à des questions de règlement intérieur, ni rien du tout. Le simple refus de Bouhadja de démissionner et les soutiens qui lui sont apportés, notamment Ziari, qui a été président de l'APN avant lui, montrent à l'évidence qu'on n'a plus peur. Et que peut-être parce qu'il y a un clan tout aussi puissant au moins que celui qui a ordonné son départ, qu'il y a un clan qui s'oppose à son départ et que ça se règle par acteurs interposés. Parfaitement. C'est pour ça que je vous disais, l'équilibre semble être définitivement rompu. Restez avec nous, Ali Benouari. Je reviens à vous, Monsieur Borhan. D'abord au sujet du Parlement dont on est en train de nous dire qu'il représenterait
un centre de pouvoir, qu'il représenterait quelque chose de très stratégique, de hautement décisif. On semble oublier que ce Parlement a été élu par à peu près 10% de l'électorat, chiffre qui a été difficilement gonflé par le bourrage à 30%, dans 2 millions de bulletins nuls. Donc tout le monde sait que ces gens sont les plus mal élus dans les parlements du monde entier. Et donc, où est l'importance de ce Parlement en tant qu'importance stratégique? Non, importance stratégique, non, c'est une importance formelle plutôt, oui, parce que c'est une institution dont on est obligé de mettre en œuvre, de constituer, mais aucune importance stratégique. Et c'est vrai que vous avez bien dit, ce Parlement ne représente nullement le peuple. Et plus que ça, regardez, c'est cette crise la crise qui secoue actuellement l'APN. Personne ne connaît les raisons, on ne connaît même pas la nature de cette crise. Ces gens-là qui ont présenté une soi-disant pétition ne se sont même pas sentis obligés de rendre des comptes au peuple, de dire voilà la raison qui a fait que nous essayons de faire, même si c'est une action qui n'est pas légale du tout. Moi, ce que je dis à travers cette crise au sein du Parlement, c'est une rentrée politique et parlementaire ratée avec un R majuscule. Vraiment, c'est raté à tout point de vue. Moi, ce qui me dérange encore le plus, et là où on voit la déliquescence au niveau du sommet de l'État, c'est que c'est le parti majoritaire qui est le FLN et les partis qui sont au pouvoir, qui plus ou moins soutiennent le programme du président, ce sont ces gens-là, ces partis-là qui sèment le désordre et procèdent au blocage d'une institution qui est très très importante. Et je dirais encore, pire encore, même le principe de séparation des pouvoirs qui est pourtant bien établi dans la Constitution. L'exécutif, à l'entremise de son ministre qui est chargé des relations avec le Parlement, du moins ce ministre-là, est à la base de cette pétition. La gravité, vraiment, on n'arrive plus à déterminer, à essayer de comprendre ce qui se passe. Un timing qui a été choisi. Tout à l'heure, vous invitez avait parlé du fameux projet de loi de finances de 2019. Il y a ce projet-là qui doit passer incessamment au niveau du Parlement. Il y a des élections présidentielles qui doivent être préparées. Si c'était vraiment un centre de décision important, on aurait pensé à ces choses-là. Mais malheureusement, ça n'a rien d'important. Monsieur Boran, est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout ça procède d'une volonté délibérée de casser quelque chose? Je vais vous donner quelques exemples. Vous vous rappelez quand le fils de Ould Abbas a été pris la main dans le sac par la gendarmerie. Ils ont perquisitionné le domicile de Ould Abbas lui-même, au Club des Pins. Ils sont rentrés sur ordre et on imagine que l'ordre doit être venu de très haut. Et on sait tous que Ould Abbas est le protégé des Bouteflika. Et donc, l'ordre a été donné à la gendarmerie de perquisitionner dans le domicile même de Ould Abbas. On a ramené une très forte somme d'argent en dinars, une très forte somme d'argent en devises, une liste des députés qui ont craché pour être élus, enfin des candidats qui ont craché pour être élus. L'affaire était cousue main, le bonhomme devait être inquiété, devait être présenté au parquet, et puis on a classé l'affaire, on n'en parle plus. On n'en parle plus. L'affaire a été classée sans suite, alors qu'il y a des faits graves qui ont été constatés par la justice et par la gendarmerie. Par la suite, on provoque des affaires Tliba, on provoque des affaires d'émissions Bouhaja, on monte les uns contre les autres. Est-ce qu'on ne chercherait pas à faire éclater quelque chose, le FLN entre autres, le fait seulement de confier le FLN à un Ould Abbas, qui est en train de faire des prestations les plus clownesques qui puissent être imaginées. Est-ce qu'on ne le fait pas exprès? Est-ce qu'on n'aurait pas fait exprès de ramener justement Ould Abbas pour qu'il fasse le clown, de mettre ses affaires de corruption sur la place publique, de monter les uns contre les autres, d'organiser des empoignades, des bagarres dans les travées? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment, Boran Messir? Non, tout à fait. On a besoin de données réelles, de données vraiment fiables pour pouvoir analyser la situation. Nous faisons dans les supputations et effectivement, peut-être qu'ils voudraient, ces gens-là
pourrait cacher quelque chose. Peut-être qu'il voudrait aboutir à une situation de blocage dont on ne sait même pas. C'est vrai que maintenant, tout est mis sur la table et à travers des personnes, comme vous l'avez dit, comme Moulay Abbas, il y a quand même matière à amuser la galerie. Mais si vous permettez, M. Benchenou, je me rappelle lors d'une de vos émissions, c'était quelques jours après l'élection de cette Assemblée, vous aviez invité M. Benhamou, le responsable d'un parti politique. Il vous avait dit ça textuellement, revenez à vos archives, vous allez les trouver. Il vous a dit que ce Parlement n'ira pas au bout de son mandat. Oui, Ça, je me rappelle très très bien. Maintenant, on ne va pas dire qu'il ne va pas aller au bout de son mandat, mais tout porte à croire que la situation va en s'aggravant et va au fond du puits. Maintenant, par rapport à cette fameuse pétition dans laquelle on parle de retrait de confiance, quand vous lisez l'article 131 de la Constitution, il est dit clairement que le président de l'APN est élu pour la durée de la législature. Il est élu, il n'est pas choisi. On ne lui fait pas confiance, il est élu. Deuxième problème qui se pose actuellement au niveau de l'APN. Vous savez que l'APN actuellement fonctionne sans règlement intérieur. Le seul règlement intérieur qui existe, c'est le règlement de 2014, de mars 2014. Alors qu'il y a eu une constitution en 2016. Ils n'ont même pas encore élaboré. Regardez les dispositions. Moi, j'ai essayé de regarder tout à l'heure par rapport à l'article 3, par exemple. Regardez l'article 3 de ce règlement intérieur de mars 2014. Il vous cite un article de la Constitution, l'article 114. Allez-y lire l'article 114 de la Constitution. Ce n'est pas ce qui est cité dans ce règlement, dans cette disposition-là. C'est pour vous dire qu'il y a une cacophonie au plus haut sommet de l'État, et notamment par rapport à cette institution. Restez avec nous, Brahim Messir. Idir Ounoren, alors, qu'est-ce qu'on cherche à travers tout ce cirque? C'est incroyable. J'imagine qu'on cherche un but, qu'il y a un objectif quelque part. D'après vous, est-ce que vous avez le sentiment de quelque chose? Vous savez, comme l'a dit M. Benouari, je le rejoins tout à fait, l'équilibre central est rompu. Il y a eu promotion de nouveaux décideurs. Il faut qu'ils apprennent leur métier. Ça, c'est un. Et ça paraît évident. De nouveaux décideurs, qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle par là des nouvelles nominations au niveau de l'armée. Parce que si on pensez que ceux qui ont été limogés récemment non, ceux qui ont été remplacés par... Moi, je l'ai dit chez vous il n'y a pas très longtemps, quand il y a un mouvement de cette ampleur-là, où les chefs de région étaient incompétents, ou sont arrivés à leur seuil d'incompétence, alors là, ça peut s'expliquer, qu'ils sont arrivés à la retraite, on parle de limogeage. Mais en même temps, tout le monde en même temps. Il y a un souci, ils s'en rendent compte maintenant. Bon, maintenant, il paraîtrait qu'ils sont en instruction au niveau du tribunal militaire de Blida, mais il n'y a pas d'information institutionnelle qui puisse nous dire voilà ce qui se passe. Retrait de passeport, perquisition dans leur domicile. Tout à fait. Ça, bon, ça, c'est des aménagements qu'ils s'opposent les uns les autres. Oui. Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette. Le problème est aussi excusez-moi la trivialité, aussi, disons, ordinaire que ça et banal. Oui, oui. Mais par rapport, moi je soutiens encore l'idée de M. Benouari quand il dit l'équilibre central est rompu. Il est vraiment rompu. Maintenant, il a fait allusion, et moi je pense que M. Ziari s'est prononcé. Les députés de Tizi Ouzou se sont prononcés. Oui. Est-ce que derrière tout ça, le groupe Blayat va encore se réveiller pour exiger le départ et la démission d'Oudaba, ce que M. Ziari a demandé d'ailleurs, oui. C'est toutes ces questions-là. Le silence du RND officiel m'inquiète. Est-ce qu'il n'y a pas une recomposition de la majorité présidentielle? Est-ce que derrière cette dissolution de l'APN, il n'y a pas un plan préconcocté? Et là, c'est de la phosphorescence uniquement. Est-ce que finalement, ils ne vont pas mettre au rébut un peu le FLN en diminuant son influence, un peu le RND, et aider à émanciper les jeunes formations politiques type pour faire quoi? Pour préparer la nouvelle élection? Voilà. Non, pour préparer déjà la nouvelle Assemblée. C'est à partir du moment où le président de la République acte son 5e mandat, comme l'a dit, je ne sais plus quel intervenant a dit, si son destin ne s'accomplit pas d'ici là, ça peut tout recomposer. On ne sait plus, là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. Le souci, c'est tellement opaque que toutes les lectures, elles se tiennent, mais le véritable chemin, on ne sait pas où il est, là, pour le moment. Brouillard et purée de pois. Oui, parce que les rapports de force à l'intérieur du système sont encore, disons, il y a des frictions. Est-ce qu'ils sont tous d'accord? Est-ce que finalement la mise à l'écart sous couvert d'éventuelles corruptions de généraux, etc., ne cachait pas peut-être le refus de ces mêmes généraux du 5e mandat? C'est toutes ces questions d'ordre politique qui nous interpellent, qui nous agitent. Et il est regrettable qu'au XXIe siècle, on soit encore dans un système comme ça. Monsieur
je crois que c'est M. Benouari qui a parlé de dictature. Moi, je dirais que c'est finalement une junte politique. Voilà. Ali Benouari, votre avis, qu'est-ce qui agite tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on est en train de nous concocter? Va-t-on nous faire un bébé dans le dos, pour dire les choses? J'ai une hypothèse sur la base de ce que je vous disais tout à l'heure et de tout ce qui vient d'être dit. J'ose avancer une hypothèse. Oui. L'hypothèse, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, l'annulation des élections et la nomination d'un président. Nomination d'un président. Nomination. Oui, nomination d'un président ou semblant d'élection d'un président et qui, d'ores et déjà, se prépare à gouverner avec une autre assemblée que cette assemblée croupion. Mais désignation d'un président autre que Bouteflika, vous voulez dire? Autre que Bouteflika. Donner les moyens au président qui va venir de diriger, de gouverner avec une assemblée plus représentative, sachant qu'il ne pourra jamais être crédible avec une assemblée fantoche, totalement décrédibilisée comme celle-là, et qui a servi un pouvoir qui a ruiné le pays de manière ininterrompue depuis 19 ans. Donc, nouveau président égale nouvelle assemblée. Sauf qu'on commence, on semble déjà, on semble commencer... Mais comment il ferait sur un plan constitutionnel? Ce n'est pas très, très légal, tout ça. Non, un président, quel qu'il soit, élu ou désigné, a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord. Jusque-là, on est d'accord. Mais après, pour... Alors, ouais. alors, il est possible que ce qui se passe en ce moment prépare la dissolution de l'Assemblée nationale par le futur président. Tout comme il est possible qu'elle précède la désignation ou l'élection, entre guillemets, du prochain président. Dans la boîte à outils algérienne, nous avons déjà connu un cas comme celui-là. Je crois dans l'idée que le système se reproduit toujours avec des moyens qui lui sont familiers. Ces moyens, je rappelle que Belkhadem a été forcé à démissionner alors que Chadli Benjedid était encore président, et ensuite Chadli a été forcé à démissionner. Donc, tous ces cas de figure ont déjà été expérimentés. On a eu un président de l'État désigné, qui a été Zerouel. Donc, à mon avis, ce qui se prépare, c'est quelque chose comme ça. Et ça rejoint d'ailleurs une rumeur persistante qui dit qu'il n'y aura pas d'élection et qu'il y aura un président désigné et l'Assemblée, la dissolution de l'Assemblée semble s'inscrire dans cette logique-là. Mais merci. Nous verrons si j'ai raison. Merci, Ali Benouari. Un dernier mot, mais un dernier, 15 secondes. C'est-à-dire, moi, je ne souscris pas tout à fait à ce que M. Benouari propose, parce que tous les changements qui ont été faits dans des séquences historiques et dans des situations historiques bien déterminées. Ici, on aurait du mal à ne pas aller aux élections et désigner un président de la République qui sortirait ex nihilo d'une mosaïque de partis qui ne sont même pas légitimes à la limite, sachant que toutes les élections, avec un tiers présidentiel en plus, qui était inféodé à l'ancien système, ça compliquerait beaucoup les choses. Je pense honnêtement que même s'il y a la dissolution de l'Assemblée et qu'il y ait même une nouvelle élection avant le début décembre, ça servira uniquement à faire valoir encore un statu quo, en attendant peut-être des mesures qui arriveraient début janvier, qui seraient plus fortes, et là où le président, si tant est qu'il puisse parler, puisse nous donner la direction. Merci Edir Ounourn, merci Ali Benouari, merci Hassan Moussi, merci Messir Borhan, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, Slama.